Donc, vous le voyez, le bas de la Oui, fenêtre, oui, ce Cyril? coup-ci, on voit, ouais, c'est petit, mais on voit. D'accord. Donc, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, je vais charger une image. Donc, la première chose à faire quand on démarre un traitement, un empilement ou quoi que ce soit, c'est de cliquer sur la petite maison, le bouton bleu là, qui est en haut à gauche. C'est ce qui permet de définir le répertoire de travail. Oui, ben, je l'ai cherché, ça. Parce que C'est c'était le vraiment bouton important au-dessus. parce que c'est là-dedans qu'il va vous mettre tous les fichiers intermédiaires. Donc, si Ouais, vous le choisissez mal, bah, il va vous remplir votre disque à un endroit où vous ne savez pas où. Donc, voilà. Donc, il faut d'accord. sélectionner le répertoire, faire ouvrir, et il affiche en haut de la fenêtre, il affiche le répertoire. Hein, donc, moi, j'ai un répertoire qui est sur mon bureau. Donc, de préférence, vos fichiers les bruts, les darks, les machins, et puis tous les fichiers de travail, vous allez les mettre dans ce répertoire-là, éventuellement dans des sous-répertoires de ce répertoire-là. Et comme ça permet d'éviter que tout se promène. Alors là, comme à cette séance-là, on ne va pas regarder l'empilement, on va faire que du traitement. C'est-à-dire une fois que la photo est empilée, comment on arrive à monter les niveaux, à corriger le gradient, à étalonner les couleurs, etc., jusqu'à obtenir une image qui est finalisée et qui est prête à être montrée, quoi. Donc pour ça, en cliquant sur ouvrir, hein, on arrive à charger une première image. Donc je vais charger un empilement que j'avais fait de la nébuleuse M16. Voilà. Donc, en général, quand on a fini l'empilement, on a quelque chose qui n'est pas hyper spectaculaire parce qu'en fait, quand on est en mode linéaire, ben, on n'a pas encore monté les niveaux, donc forcément, on ne voit pas grand-chose. Donc vous voyez qu'en bas, là, maintenant, j'ai accès, avant c'était grisé, j'ai accès au curseur. Donc je peux éventuellement bouger mes curseurs, donc par exemple vers la gauche, et ça permet de monter un peu les niveaux. Hein, on commence à voir, voilà, on commence à voir quelque chose à l'écran, vous voyez. Oui. Alors, ce qui est super important de réaliser, c'est que ce qu'on fait là avec les contrôles qui sont en bas, c'est purement du visuel. C'est-à-dire qu'on ne touche pas du tout à la photo. Donc, et ça c'est un petit peu un piège quand on démarre avec Cyril, c'est qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de propre à l'écran, on l'enregistre et en fait c'est tout noir. Parce que c'est purement des réglages qui servent à l'écran quand Cyril est lancé. Mais on travaille pas du tout, on modifie pas du tout le fichier lui-même. Alors, moi je conseille de ne pas toucher à ces réglages-là, À ce curseur. à Oui. ces curseurs, et de mettre celui du haut à 65 536, enfin 35, et celui du bas à 0. Et on va travailler autrement pour visualiser l'image. Alors, l'autre côté, enfin l'autre réglage qui est super important, c'est ce petit menu là qui s'affiche où là j'étais sur linéaire. Et donc j'ai des modes d'affichage différents qui permettent de voir justement des niveaux très bas qu'on ne voit pas dans l'image linéaire pour faire un certain nombre de traitements. Et notamment, par exemple, savoir faire un crop, faire un recadrage, faire une correction de gradient. Il faut qu'on remonte complètement les niveaux pour y voir quelque chose, mais pas dans l'image elle-même, à la visualisation. Donc par exemple, ce qui est pas mal, c'est de regarder ce qu'on a en auto-ajustement. Ça permet d'avoir une première idée du potentiel de l'image. Donc là, on voit quand même, on arrive à voir la nébuleuse, et puis on voit que l'empilement, il a créé un décalage entre chaque image, parce qu'il y a des petits défauts mécaniques, il y a éventuellement le dithering qui fait que ça bouge un tout petit peu. Donc là, on voit déjà qu'il va falloir cropper ou recadrer l'image pour éliminer ces bandes noires. Ça, c'est tout à fait normal à la fin d'un empilement. On a des bandes noires.
Et quand on fait un empilement sur des images qui ont été faites en monture alt-azimutale, ce n'est pas des bandes horizontales ou verticales qu'on a, c'est en fait un système de... L'image, elle a tourné progressivement, et donc on a tout un entourage noir autour de l'image qui oblige en fait à recadrer assez fortement au centre de l'image principale. Donc, l'auto-ajustement, c'est un réglage qu'il faut utiliser pour regarder le potentiel de l'image et éventuellement pour savoir à quel endroit recadrer. Après, le mode histogramme, c'est un peu la même chose, mais ça booste complètement l'image. Vous voyez là, c'est quasiment sur X, mais ça permet de voir, soit quand l'image est complètement... s'il y a par exemple une zone brillante et puis des zones faibles, on veut voir les zones faibles. Et puis là, on commence à voir le bruit. Hein, donc ça permet de savoir si oui ou non il y a du bruit dans l'image. Donc là, encore une fois, c'est purement des réglages d'affichage. On n'a pas du tout touché à la photo elle-même. Globalement, il y a beaucoup de choses qu'on va faire en mode linéaire. Donc il faut très régulièrement revenir en mode linéaire. Et puis au moment où on sauvegardera l'image traitée, il faudra absolument être en image linéaire. Sinon, on aura une fausse impression. On aura l'impression que l'image, on a monté les niveaux comme il faut, alors qu'en fait, pas du tout. Bon, après, il y a d'autres réglages qui ne sont pas forcément utilisés fréquemment, mais on peut très bien inverser l'image rapidement hein, pour voir certains détails, peut-être qui se voient mieux sur un fond blanc au lieu d'un fond noir. On a un mode en fausse couleur. Là aussi, ça permet de, quand on cherche un objet hyper faible, ça permet de le retrouver un peu dans le bruit. On a un zoom avec le moins et le plus. Mais en fait, si vous êtes sur l'image avec la souris, la molette de la souris, vous pouvez zoomer l'image. Et puis si vous faites CTRL-clic, vous pouvez déplacer l'image. Ou vous déplacer dans l'image si vous êtes en zoom. Parce que si vous ne cliquez pas sur CTRL, par défaut, il fait un rectangle. Donc ça, c'est utile notamment pour définir des zones pour l'étalonnage du fond de ciel ou recadrer l'image. Où il est le zoom? À quel endroit? Alors, tu as en bas, là, le Oui, petit plus. oui, le petit plus bandeau et là. moins. Et sinon, Oui. à la molette de la souris. Ah ouais, d'accord, la molette de la souris. D'accord. Alors moi, j'utilise le trackpad, donc je fais un geste, un pincé pour zoomer, quoi. Oui, d'accord. On peut se mettre en échelle 1. Alors, l'image à la taille normale, ça veut dire que vous avez un pixel écran qui correspond à un pixel photo. En général, c'est fortement zoomé. Et puis ça, c'est pour recadrer l'image complète dans le cadre de la fenêtre. Après, vous pouvez inverser ou faire tourner votre image hein, pour la remettre dans le sens que vous voulez. Et puis ça, c'est un réglage d'histogramme, mais comme j'ai dit, c'est purement à l'écran, donc moi je recommande de ne pas y toucher du tout. D'accord. Voilà. Alors comme j'ai dit, on ne va pas faire d'empilement, on ne va pas regarder ces aspects-là, on fera ça une autre séance. Donc je vous recommande de fermer ce petit panneau, et puis ça permettra d'avoir une image plus grande à traiter. Alors, donc forcément, en fonction du facteur de zoom ou du ratio hauteur-largeur de votre image, il peut vous rester du blanc sur le côté, hein, c'est normal. Alors, donc imaginons que vous ayez fini votre empilement, vous avez obtenu votre image fit avec le suffixe stacked à la fin, et puis donc c'est celle qui est affichée là, ou alors vous l'avez rechargée depuis le disque. Donc comme j'ai dit, la première chose à faire, c'est recadrer pour enlever ces bandes noires. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en haut, en dessous de ouvrir, en haut à gauche, vous avez les onglets, hein, donc vous pouvez voir les couches individuelles, rouge, vert, bleu.
et la couleur. C'est-à-dire Ah, les 3 couches remises ensemble. Alors, on voit bien que sur cette nébuleuse-là, j'ai pas mal de signal en rouge. J'en ai beaucoup en vert. Pourquoi? Parce que en fait, la caméra couleur, elle a 2 pixels verts pour 1 pixel rouge et 1 pixel bleu. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de signal. Puis en fait, il y a beaucoup moins de bleu parce que cette nébuleuse, elle est plutôt dans les rouges orangés, quoi. Alors, cela dit, vous voyez que la balance des couleurs n'est pas du tout bonne, mais ça, on va le voir après. Alors, il y a une petite contrainte qui est un peu chiante et qui est inutile de la part des développeurs stériles, c'est que quand vous êtes en RVB, si vous cliquez sur l'image, il vous balance un message d'erreur comme quoi vous ne pouvez pas faire de rectangle. Il faut se mettre dans un des canaux noir et blanc. C'est totalement inutile parce qu'en fait, on est exactement à la même échelle, donc on pourrait très bien faire un rectangle aussi là-dedans. Mais bon. Donc, on repasse en noir et blanc. Et puis, on va faire un rectangle de recadrage. Donc, moi, comme j'ai c'était avant que je refasse la collimation de mon télescope, donc j'ai tout le côté gauche qui est tout pourri, là. Vous voyez que les étoiles, elles sont toutes allongées. Donc, je ne vais pas recadrer toute l'image, je vais prendre un peu à l'intérieur. Donc, je fais un rectangle. Alors, vous voyez que quand vous êtes à l'intérieur, le curseur, il change. C'est-à-dire que ce rectangle-là, vous pouvez l'ajuster, le déplacer. Et ensuite, vous faites un clic droit. Et dans le clic droit, vous avez recadré. Voilà. Il ne demande pas toute la séquence ou. Là, on n'a plus la séquence, on est sur l'image empilée. Là. Ah oui, oui, parce que d'habitude, oui. Alors effectivement, quand tu travailles sur une séquence, tu peux aussi recadrer la séquence entière. Voilà, toutes les images de la séquence. Ouais. Et donc là, c'est pour ça qu'il ne dit pas. Là. Voilà. Alors, donc là, on a recadré, on a enlevé les bandes noires. Quand on se met en mode histogramme, c'est intéressant parce que ça permet de voir justement le gradient, donc le vignettage, les problèmes. Ça permet de voir les défauts si jamais vous n'avez pas fait de flat, il peut y avoir des poussières, donc il peut y avoir des gros halos sombres, ou carrément des défauts qui permettent de savoir qu'il faut aller enlever certaines choses à certains endroits. Là j'ai quand même un vignettage. Donc ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retrait de gradient. Alors, en haut, à la gauche de script, vous retrouvez le menu de traitement qu'on avait dans l'ancienne interface. Donc là, on va aller dans extraction du gradient. Et moi, je conseille de faire ça. La première opération, c'est vraiment recadrer pour enlever le noir, les bandes noires. La deuxième opération, dans l'ordre, c'est l'extraction du gradient. Donc, c'est la même interface que dans l'ancienne version, mais bon. Donc là, il va vous mettre 20 petits carrés par ligne. Et ça, c'est la tolérance qui permet d'éviter de mettre un carré à un endroit où on a un objet stellaire ou une nébuleuse. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant de descendre la tolérance pour éviter qu'il aille mettre des carrés. Donc, dans l'objet, quoi. Voilà. Alors, moi, je conseille de cliquer d'abord sur « Générer ». Et vous voyez, il vous a mis des petits carrés. Vous voyez les petits carrés verts, hein? Oui, oui. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que là, je suis en mode histogramme exagéré, mais quand même, je vois que j'ai des carrés qui sont dans des zones où il y a quand même du signal. Donc, si je descends mon curseur tolérance, je vais mettre à peu près 0,70, je peux recliquer sur générer et puis voir ce que ça fait. Donc, il va peut-être enlever quelques... Je peux redescendre, m'en enlever encore quelques autres. 0,3. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de petits carrés verts sur des objets comme des nébuleuses, des galaxies, etc., ou même des étoiles. Parce qu'en fait, il va évaluer
le fond de ciel à l'intérieur de chacun de ces petits carrés. Et donc, quand on a un vignettage ou un gradient, on a une espèce de forme paraboloïde ou alors une pente sur le fond du ciel. Et il va calculer une forme comme une grosse parabole. Bon, là, en l'occurrence, c'est un ordre 4, donc c'est un polynôme d'ordre 4 qui passe par les points à l'intérieur de ces carrés. Donc, si forcément il y a des carrés qui sont dans une zone lumineuse, et bien forcément, ça va faire dévier le polynôme à cet endroit-là. Et c'est ça qui génère des. Quand on fait de la soustraction de gradient, parfois on a des espèces d'ondulations dans l'image finale. On a des rebonds, en fait. C'est parce que justement, il a pris en compte une partie de l'objet lui-même. Donc, il faut faire en sorte que les petits carrés ne soient pas trop dans l'objet. Alors, bon, en Et mode il en reste pas On mal, peut les les, pots, on quand peut les même. enlever, hein. Alors, moi, je les Oui, oui. enlève à la main, tous ceux qui gênent. Oui. Je vais me remettre en auto-ajustement plutôt Voilà. en histogramme parce que c'était assez violent. Et puis, alors, si on veut en enlever un, par exemple, s'il se trouve qu'il y en a un qui est Moi, je pas les bien enlève. placé, Ouais. j'ai regardé, il me semblait qu'il y en avait un qui était sur il y avait une étoile, voilà. Là, il est à moitié sur une étoile. Je fais clic droit et je l'enlève. Voilà. Ouais. Là aussi, par exemple. Okay. Hein, donc, on peut retoucher éventuellement manuellement, ou alors, bon, on redescend encore le curseur et puis on fait générer. Donc voilà, là, il m'a enlevé encore un certain nombre de curseurs, de petits carrés. Une fois qu'on estime que l'échantillonnage il est à peu près correct, on fait appliquer. Toc. Voilà. Vous voyez, là, il a retiré le gradient et j'ai un fond d'image qui est à peu près plat. Alors, il est trop surélevé, mais ça, on va le voir avec l'histogramme. Donc, je peux faire un essai en histogramme complet, là. Et bon, on voit que, alors, le problème, c'est que cette nébuleuse-là, il y a beaucoup de gaz tout autour, donc c'est assez difficile de distinguer ce qui est du gradient de ce qui est des nébuleuses elles-mêmes, mais je vois plus de forme, c'est-à-dire je vois plus de pente, c'est-à-dire un côté lumineux et un côté noir, et je ne vois pas non plus de vignettage autour de l'image. Donc ça veut dire que mon extraction de gradient, elle n'est pas déconnante. Et je repasse en linéaire. Alors, si jamais vous êtes planté à une des étapes, il ne faut pas hésiter à faire des essais. Vous faites CTRL-Z, il annule l'étape précédente. Donc si vous avez fait une extraction de gradient un peu trop violente, pas grave, vous faites CTRL-Z, il y a plusieurs étapes, donc vous pouvez faire CTRL-Z plusieurs fois, et puis répéter l'opération jusqu'à ce que ce soit correct. Autre chose aussi, sur des traitements un peu complexes, ça peut être pas mal à certaines étapes de sauvegarder des états intermédiaires de votre traitement. Parce que si à un moment vous dérivez, vous faites des essais un peu malencontreux et puis qu'il faut tout jeter, bah, peut-être que le début du traitement il était correct. Donc c'est dommage de tout jeter, alors qu'à l'étape 2 ou 3, vous étiez correct. Donc il ne faut pas hésiter à faire un clic droit sur l'image elle-même. Alors, pardon, il faut se mettre en RVB. Clic droit sur l'image, et là vous pouvez enregistrer une image intermédiaire. Alors, pour ne rien perdre en qualité d'image, vous pouvez l'enregistrer en fit. Comme ça, si vous devez démarrer depuis zéro, ou si votre Cyril a planté, bah vous rechargez le fit de l'étape intermédiaire. En haut à droite, tu as enregistré ça. Oui, alors tu peux faire aussi enregistrer. Oui. Voilà. Enregistrer et enregistrer ça aussi à côté. Ouais. Le petit truc à côté là. Ah, ouais. Ah oui. Ça, ah. Et là, ça va être en fit, donc c'est plus sûr. Ouais. Alors, le gradient, vous avez vu qu'il vaut mieux se mettre en mode auto-ajustement ou en mode histogramme, mais sinon, pour la plupart des autres traitements, il faut être en linéaire. Donc, c'est vraiment important de repasser en linéaire et de s'assurer que les curseurs sont bien à 0 et 65 535.
Donc ensuite, la troisième étape qu'on peut faire, parce que là on voit que des étoiles, on voit pas la nébuleuse, c'est il faut quand même monter un peu l'histogramme. Donc transformation de l'histogramme. Donc ça c'est une opération qui va vraiment travailler sur la photo elle-même. Hein, contrairement à tout à l'heure, je vous parlais des réglages du bas, ou qui était purement affichage de l'écran. Là on va travailler sur l'image elle-même. Alors, il y a trois curseurs là. Il y en a un à gauche, il y en a un au milieu et il y en a un à droite. Oui, ça c'est pointillé. C'est assez classique. Et puis, vous pouvez travailler sur une couche particulière ou sur toutes les couches. Et il y a un mode automatique. Alors, le mode automatique, c'est bien sympa quand on débute, mais c'est assez violent des fois. Donc, moi, je vais vous montrer comment on fait manuellement. Il y a plein de choses qu'il vaut mieux faire manuellement pour comprendre un peu les étapes et puis maîtriser tous les paramètres. C'est pareil, l'empilement, quand on fera la séance sur l'empilement, je vous montrerai comment on fait l'empilement à la main plutôt que par les scripts. On a beaucoup plus d'actions de contrôle sur les différents paramètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter progressivement l'histogramme, mais vraiment progressivement. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir l'impression que ça ne bouge pas. Donc on prend le curseur du centre et on l'amène à gauche, mais pas trop violemment. Hein, voilà. Donc on l'amène là, et ensuite on fait appliquer. Et quand on fait appliquer, vous voyez qu'on revient sur un mode pseudo-linéaire, sauf qu'entre-temps, on a remonté un petit peu l'histogramme. Et puis on le refait. Alors évidemment, donc on voit la courbe les trois courbes bleu, rouge, vert qui commencent à se déplacer vers la droite. Et puis en plus, elle s'éloigne de la partie gauche. Donc on refait un coup appliqué. Alors il y a deux indicateurs qu'il faut surveiller en dessous. Là, c'est le pourcentage de perte. Parce qu'au début, bon, on perd rien. Et au bout d'un moment, on va s'apercevoir que on commence à perdre quelques pouillèmes de pourcents et puis éventuellement quelques pourcents. Donc il faut faire attention de ne pas perdre trop de... Si vraiment ça monte au-dessus de 2-3%, c'est que le réglage il est un peu violent. Et c'est le problème de... Quand vous utilisez l'auto-ajustement automatique, c'est que souvent c'est très violent, sur certaines images notamment, et puis vous perdez des pixels, quoi. Donc là on est encore bon. Donc on va reprendre notre curseur du milieu, on le redéplace, appliquer. Alors vous voyez qu'on commence à avoir des détails, mais en même temps le fond du ciel il est devenu un peu laiteux. Donc il faut qu'on corrige cet aspect-là. Alors pour être plus près, Le pourcentage de perte doit être quand même inférieur à 1%, d'après ce que tu dis. oui, alors sauf cas exceptionnel, par exemple, il y a des cas, dans quel cas, on verra tout à l'heure sur M31. Le problème, c'est qu'il y a des extensions très très loin autour de la galaxie. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des niveaux. En fait, la courbe, au lieu d'être vraiment très étroite, elle monte et puis elle descend très très lentement. Donc là, des fois, on est obligé d'un peu couper, et c'est volontaire, quoi. Et c'est plus une façon de surveiller qu'on n'élimine pas des choses sans s'en apercevoir. Et notamment, la courbe en bleu, elle n'est pas hyper visible. Donc des fois, on ne fait pas gaffe et en fait, on l'élimine sur la gauche. Parce que vous voyez, comme je disais, le fond du ciel, il est un peu laiteux. Donc il faut prendre cette fois-ci le curseur de gauche et on l'amène vers la droite. Et donc il faut ramener l'histogramme vers les noirs. D'accord? Et puis là, à nouveau, appliquer. Alors, donc, moi, ce que je recommande, enfin, ce que je fais souvent, c'est que quand je commence à voir l'objet, je ne vais pas trop loin. J'y reviendrai à l'histogramme. Mais là, maintenant, je peux commencer à faire autre chose. Donc, je vais fermer. Voilà, donc, je suis toujours en linéaire, toujours 0,65536,
25. Et là, maintenant, on va, donc si on regarde l'image RVB, je commence à avoir un peu de rouge, mais mon image complète est toujours bien verte. Donc, on va faire l'étalonnage de la couleur. Alors, il y a deux façons de faire l'étalonnage de la couleur. Le plus simple, enfin le plus simple, oui, le plus simple, c'est de prendre le premier. C'est ce qu'on avait dans l'ancienne version de Cyril. Il faut d'abord définir, donc se mettre sur une des couches noir et blanc, et puis prendre une zone où il n'y a pas beaucoup d'étoiles et il n'y a pas beaucoup de signal. Et on fait un petit rectangle de fond de ciel. Pas besoin d'avoir quelque chose de très gros. Ensuite, on va dans la fenêtre et on fait utiliser la sélection courante en haut, hein, référence de fond de ciel. Donc là, il met les coordonnées du petit rectangle. Et après, on fait une neutralisation du fond de ciel. Alors, on n'est pas obligé de faire la référence de blanc. On peut très bien faire qu'une référence de fond de ciel. Si vous voulez faire une référence de blanc, il faut forcément avoir fait une référence de fond de ciel avant. Alors, bon, on y reviendra après. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que là, maintenant, si je vais dans le RVB, vous voyez, j'ai plus trop la dominante verte. J'ai pas encore beaucoup de signal, mais j'ai un fond de ciel qui est noir. Enfin, noir, il est un peu gris, mais j'ai plus ma dominante. Alors, l'autre façon de faire, l'étalonnage des couleurs, c'est d'utiliser la photométrie. Alors ça, c'est vachement intéressant. Alors, il faut lui dire sur quel objet on est. Donc, M16. On fait rechercher. Et là, il dit, j'ai trouvé dans la base Simbad l'objet en question. Il me donne les coordonnées de l'objet. Ensuite, il faut définir la focale et la taille en pixels, la taille du pixel en microns. Donc, heureusement, ces données-là sont enregistrées dans les métadonnées, dans les entêtes des fichiers. Donc, en faisant obtenir les métadonnées, il arrive à trouver que j'ai des pixels de 463, hein, c'est ma caméra 294 MC, et 1500 GTF10 sur mon Célestron. Donc, connaissant, avec ces réglages de l'appareil photo, ou du téléobjectif ou du télescope, il va pouvoir aller chercher dans son catalogue et retrouver la position des étoiles. Et ensuite, il va savoir que telle étoile est telle couleur, telle nébuleuse est telle couleur, etc. Donc, une fois qu'on a fait ces réglages préliminaires, on fait valider. Donc, il mouline un certain temps. Voilà. Alors, vous voyez qu'il me l'a retourné. Parce que il sait que cette nébuleuse-là, elle est dans ce sens-là. Donc, ça prend un tout petit peu de temps. Hein, et il va chercher les infos sur Internet. Il fait des calculs d'étalonnage. Donc, il faut être connecté, alors. Alors, il faut être connecté, bien sûr. Autrement, oui, d'accord. Eh bien long, par contre. D'habitude, c'est moins long que ça. Voilà. Donc là, il a fini. Donc, je fais fermer. Et puis là, maintenant, je peux regarder en RVB ce que ça donne. Et puis, monter un peu en auto-ajustement. Voilà. Donc là, j'ai une balance. Alors bon, là, en l'occurrence, mes étoiles, elles n'étaient pas nickel. Hein. Ça marche mieux sur des prises de vue où les étoiles sont propres. Mais globalement, la balance de couleur de l'image est à peu près correcte. Alors, une fois que j'ai fait ça, je reviens en linéaire. Et là, maintenant, je peux commencer à monter un peu plus mon histogramme. Donc, vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai élargi la fenêtre pour avoir plus de précision. Hein, vous pouvez la toucher, l'agrandir dans les deux sens. Donc là, je remonte l'histogramme et puis je me recale à gauche pour avoir un ciel qui n'est pas trop laiteux, quoi, qui reste dans les noirs. Appliquer. Je refais encore.
Alors, vous voyez que dans la descente de la courbe, j'ai une partie qui éventuellement, si je décale trop ma courbe à gauche, elle est un peu tronquée. Donc, c'est pour ça que je commence à avoir des pertes qui sont marquées là, hein, 0,12%. Donc, c'est pas encore bien grave. Mais il faut surveiller quand même de ne pas perdre trop de choses. OK. Encore un coup. Tu rentres dans les courbes, là, c'est ça qui Oui, est tu étonnant. rentres dans les courbes. Ouais. Moi, je n'osais pas avant parce qu'avec Photoshop, on ne pouvait pas le faire, ça. Ah, si. Bah, toi, là, en Mais fait, tu perdais l'objet beaucoup, quoi. principal, Oui. il est là. Il ne va pas te bouffer justement le pied de courbe à droite? Non, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est tu es tronqué sur le bord gauche ou le bord droit. Mais le curseur, c'est Ah purement. oui, oui, d'accord. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Et Simplement une donc, pente. Oui, il modifie voilà. une pente. Et la descente de cette courbe-là, ça correspond aux nébuleuses qui sont dans le fond. Là, on voit encore qu'il y a des choses. D'accord. Donc, c'est pas gênant. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est que ta courbe, elle aille trop sur la partie droite et puis qu'elle soit tronquée. Oui, là, elle sera tronquée à ce compte-là. Voilà. Ouais, Et puis surtout, le plus souvent, et c'est là sur la aussi, gauche. on met trop de noir et on enlève tout Voilà. ce qui est faible. Très, très faible. Oui. Proche Voilà. du noir, quoi. Du gris. Du gris noir. Alors, j'ai pas. Alors, bon, ça, c'est un objet un peu particulier parce que comme il y a des nébulosités un peu partout, Oui. ça sera difficile d'avoir une partie noire, sauf dans cette partie-là parce que tu as, un nuage de poussière assez sombre. Donc, tu peux considérer que ton noir, il est là. Et par contre, là, tu es toujours un peu dans les nébulosités. Là. Alors, bon, on peut s'amuser avec les saturations de couleurs, hein, mais c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire. C'est plutôt vers la fin, mais bon, je vous le montre quand même. Mais moi, je le fais à la fin. Oui. Je fous un grand coup de saturation. Je vais me mettre sur le rouge. Moi, je dépasse rarement les 0,45. Voilà. On peut monter un peu plus, mais voilà, il faut faire attention de ne pas trop dégrader le signal. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'un peu sympathique. Hein. On est loin d'avoir terminé, mais... Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore? Alors, dans les versions récentes, il y a ça qui est apparu, qui est vachement intéressant sur les nébuleuses. C'est quoi? On voit, c'est tout petit hein, dans nos écrans. Ah oui, alors c'est égalisation d'histogramme adaptatif limité par contraste. C'est un titre un peu pompeux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va, contrairement au réglage de contraste classique qui travaille sur toute l'image, là, c'est qu'il ajuste en fait le contraste localement. Donc c'est vraiment pour faire ressortir du détail, par exemple, pour ressortir des détails dans des galaxies, dans des nébuleuses, etc. Donc vous avez une petite case à cocher aperçue là. Donc, vous voyez, sans le réglage, avec le réglage, on voit oui, d'accord. que c'est assez spectaculaire. Et encore, j'ai pas vu. Tu peux refaire? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, avec les réglages par défaut. Hein. D'accord. Alors, on peut changer les réglages. Donc, évidemment, si on va trop loin, ça commence à être n'importe quoi. Ah ouais. Puis pareil, là, on a un réglage de saturation. Donc là, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à faire des essais, à se tromper, à faire CTRL-Z. Là, tant qu'on n'a pas fait appliquer, il ne change pas l'image. Donc, alors on peut regarder ce que ça donne aussi sur la couleur. Mais... Voilà, donc on peut, voilà, sans le réglage, avec le réglage, hein, on voit il a quand même amélioré sensiblement le... Donc je vais faire appliquer là. Bon, là je ne suis pas encore très satisfait du niveau de noir, donc je vais remonter dans ma transformation d'histogramme. Et c'est là que je vais prendre la décision de tronquer un peu ma partie gauche, justement parce que je veux que mon sac à charbon là, il soit vraiment bien noir pour que le fond de ciel ailleurs soit pas trop laiteux.
Voilà. Donc là, je suis à 0,2%. C'est pas encore bien dramatique. Voilà, 0,3. Tu pas mis ton masque. Hein. Voilà. Il vous enverra le virus par email. Alors, une chose qui peut être utile dans certains cas, c'est la déconvolution. Alors, ça permet de réduire un peu la taille des étoiles. Alors, il faut se méfier parce que ça a tendance à monter le bruit assez fortement. Donc là aussi, on peut cliquer sur aperçu pour voir la différence avant-après. Donc on peut... Bon, je ne suis pas sûr que sur cette image-là, ce soit très intéressant, mais voilà. Sur celle du centre, elles ont quand même bien diminué. Ouais. Alors par contre, l'inconvénient, c'est, vous voyez, sur cette étoile-là, il y a un effet de saturation au centre. Ah oui, il n'y en a pas qu'une. Oui, oui. Ah, ça, j'ai déjà vu. Ouais, ça. là aussi, là, voilà. Ouais, donc là c'est le signe qu'on a été beaucoup trop loin. C'est un petit point noir. Oui, ouais. C'est un point noir. C'est en fait la luminosité qui a saturé. Donc, bon, je vais pas faire de déconvolution, mais voilà, ça sert à ça. Et il ne faut pas hésiter à faire des essais. Parfois, ça permet de récupérer, quand on a un fond de ciel qui est bien noir, où il n'y a pas trop de bruit, ça permet de récupérer un peu de réduire la taille des étoiles. Bon, dans géométrie, vous avez des trucs classiques, hein, je ne vais pas trop en parler. Ouais. Je ne vais pas trop parler de ces trucs-là, c'est plutôt quand on a des images genre SHO ou RVB sur des images noir et blanc. Et la suppression du bruit vert. Alors oui, la suppression du bruit vert, ça peut être utile dans certains cas, mais c'est à faire vraiment à la fin. Hein, c'est-à-dire que là, voilà, on a presque terminé le traitement sous Cyril. Il n'est pas verte, là. Non, là, il n'y a pas besoin. Mais pas besoin, là. Sur M31, je l'ai fait parce que j'avais un résiduel de vert sur le fond de ciel. C'était 2 pixels en trop, enfin les 2 pixels verts par rapport aux autres qui trompent un peu l'histoire. Oui, et puis des fois, c'est la balance des blancs qui n'est pas tout à fait parfaite. Mais... Ah oui. Ah, voilà. Oui. Donc, je voulais poser une question. Oui. Parlant de balance de blanc, comme on a des caméras couleurs, tu sais qu'on peut régler la balance de blanc. Oui. Comment est-ce qu'elle joue sur l'image finale ou c'est que de visu? Alors, tu peux dans les préférences là? Non, mais quand on fait la prise de vue. Ah non, de toute façon, tu travailles sur des RAW, enfin des bruts. T'es sûr que ça ne change pas? Non, il faudrait que j'essaie, oui. Parce que je n'ai jamais essayé. Je pense pas que ça change. Parce que tu as l'offset qu'on peut faire varier de la caméra, ce qui s'appelle pas offset, je ne sais plus comment ils appellent ça. Un nom. Ça remet, ça évite d'avoir des pixels négatifs, donc de remonter un petit peu le niveau de base, donc l'offset, finalement, la caméra. Puis après, tu sais, tu peux régler le rouge, tu peux régler le bleu, puis du coup, ça règle le vert. Alors ça fait beaucoup bouger des visus, mais est-ce que... Je dirais que ça peut dépendre des logiciels d'acquisition. Si tu es sous SharpCap, c'est possible. J'ai pas vérifié, j'ai pas essayé. C'est possible qu'ils prennent en compte ces paramètres-là pour enregistrer le fit. Mais par exemple, sur un appareil photo, quand on est en RAW, en CR2 ou en... Je ne sais plus comment ça s'appelle sur Nikon, là, les réglages de l'appareil photo, balance, etc., ne sont pas du tout pris en compte. Si. SharpCap, c'est pris en compte parce que moi, mes essais que j'ai faits sur mes clochers qui sont en face de chez moi, je me suis amusé à changer justement tout ce qui est saturation, couleur, j'ai fait plein d'essais. Et puis quand je balance les photos après sur Cyril, j'ai les transformations, ils sont. En RAW? Non, en serre. Ah, en serre. Oui. Moi, en RAW, mon appareil photo que j'ai défiltré,
Il tient compte de la balance de blanc que j'ai refabriquée après pour les nébuleuses, hein. D'accord. Enfin, pour, Bon, entre nébuleuses et planétaires. ouais, bon, ouais, alors Il doit je quand même. m'avancerai pas, effectivement. Ouais. Peut-être que ça joue, ouais. Après, pour les caméras SVO, je ne sais pas, mais je pense que ça joue. En tout cas, voilà, il y a possibilité de rentrer des coefficients là, dans les préférences. Hein, si on sait que, par exemple, on a une couche bleue qui est systématiquement trop faible, on peut mettre c'est en là bleu. qu'on peut. Oui, d'accord. Ouais. Ah oui, parle-nous un peu des préférences. Ouais, parce qu'il y a pas mal de trucs. Alors, en fait, dans les versions précédentes, il y avait un critère qui était super important de dématrissage. Et j'ai refait des essais il y a quelques semaines. Et apparemment, maintenant, il est beaucoup plus intelligent, on va dire. C'est qu'il prend en compte les infos qu'il y a dans le fichier. Et en général, elles y sont. Voilà, c'était par rapport au dématrissage haut, bas ou bas en haut. Ah oui, d'accord. Et avant, Ouais. il ne prenait pas cette info et c'était super important de choisir le bon réglage selon que. Alors moi, c'était chiant parce que sur mon Canon, c'était un sens et sur la caméra, c'était l'autre sens. Donc si je le vérifiais pas à chaque fois que je faisais un traitement, selon ce que je faisais, si c'était à l'appareil photo ou à la caméra, j'avais des couleurs complètement débiles. J'ai refait des essais dernièrement avec, en changeant cette option-là. Et en fait, quand on lit bien, c'est si aucun mot explicite n'a été trouvé dans l'entête. Donc en fait, Ah ouais, dans d'accord. 98% des cas, il trouve bien l'info dans l'entête et en fait, ce réglage, il ne sert pas. Et l'interpolation de dématrissage, il y a HAD, je ne sais plus quoi, il y en a plein. Quelle est la meilleure là-dedans? Il y a Celle AHD, pardon. qu'ils ont mis par défaut. Celle-là, oui. Ouais. Après, tu peux t'amuser à faire des essais, mais bon. Oui, voir si quelle est. Oui. RCD, ils mettent. Donc en fin de compte, il n'y a plus grand-chose. En gros, tu laisses tout en version par comme défaut. c'était. Il y a éventuellement ça quand tu fais de la photométrie. Par exemple, si tu fais de la photo avec des étoiles qui sont vraiment des gros pâtés, le problème c'est qu'ils risquent de pas correctement. Enfin, ouais, non, ça c'est pour les fonds de ciel, mais il y a un autre réglage ailleurs pour les étoiles. Si le rayon n'est pas suffisant, il ne va pas savoir que c'est une étoile. Voilà. Après, bon, vous pouvez changer la langue. Là, Ou la langue, oui. Le thème. Ouais, j'ai mis en clair parce qu'en sombre. Oui. Ben voilà, après le reste, il n'y a pas grand-chose. Performance. Moi, j'ai mis toute la mémoire centrale, maximum. Il monte à 30 gigas de mémoire centrale. Alors, quand il commence à empiler. Quand j'arrive à ce stade-là, moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre. Ouais. Et puis après, je finalise dans un autre logiciel, genre GIMP ou Paint.net, ou etc., pour faire un peu de débruitage, pousser un peu la saturation, etc. Ce que je vous propose, c'est de ne pas voir cette partie-là pour l'instant, mais c'est de prendre un autre exemple. Hein, si ça vous dit, j'ai l'exemple de Fred là, avec la M31, et puis il y a celle de Jean-Paul. D'accord. C'est M31 aussi, moi. Ah, c'est M31 aussi. Oui, mais grosse, énorme. Donc, on peut l'enregistrer, celle-là. Ah oui, d'accord, ouais, ça c'est bien, on peut revenir dessus. Et alors, vous savez, quand on a des fois, par exemple, l'M42, on a le centre qui est hyper saturé. Oui, et puis, qui est tout cramé, oui. Voilà. Tout brûlé. Il est courant d'entendre les gens dire qu'il faut faire des pauses à différents temps de pause pour avoir des pauses pour le centre, des pauses pour l'extérieur, etc. Moi, je ne fais pas ça. Je fais tout simplement des versions différentes de montée d'histogramme. C'est-à-dire que je ne monte pas jusqu'au bout pour ne pas trop saturer le centre d'une galaxie, par exemple. Oui. Et puis j'enregistre mes photos intermédiaires, et puis ensuite je continue. Et puis là, par contre, je booste pour avoir toutes les extensions autour. Et puis des fois, je fais 2-3 versions, et à chaque fois, j'enregistre sous un autre nom. Et puis après, dans un logiciel
je fais des calques, et puis je garde le centre de la version qui n'est pas sur X, mais j'élimine tout ce qu'il y a autour, et puis je garde les extensions les plus faibles sur la partie qui a été le plus poussée, etc. Ouais, Avec la gomme qui permet de faire des transitions propres entre les différentes couches. Voilà. Alors, Oui, parce ça que marche. oui. Ça marche parce que tu n'as quand même pas trop de contraste. Parce que si jamais tu fais une photographie d'une phase partielle d'une éclipse de lune, Oui, bah là, pour la zone sombre, tu as besoin de plusieurs secondes de pause. Et pour la zone claire, tu as besoin de 1/300e, quoi. oui, Trop c'est d'écart clair dans que ce cas-là. sur le HDR, sur C'est la que là- Lune, c'est vraiment particulier, soit sur les éclipses, soit sur la lumière cendrée, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur les galaxies, c'est assez fréquent que le centre soit un peu trop cramé. Sur M42, c'est très clair. Sur M31, c'est assez clair. Ouais, voilà, c'est quand même pas un Et contraste. surtout que les brutes ne sont jamais, cramées Bah au oui, parce que démarrage. vous vous souvenez, au début de la séance, là, quand je bougeais les curseurs en bas là, de l'écran, on était carrément dans 1/10 de la gamme. De la gamme, oui. Hein, Oui. sur 16 bits, on est loin. Enfin, si j'avais fait 200 heures, peut-être que je serais à la limite de saturation. Mais là, j'ai fait 3 ou 4 heures, je ne sais plus combien, sur cette nébuleuse-là. Je suis très très loin d'avoir saturé l'image.